Bienvenue. Aujourd'hui, une plongée dans les jeunes années d'une figure qui a profondément marqué l'histoire, Napoléon Bonaparte. On va suivre son parcours depuis sa naissance en Corse jusqu'aux portes du pouvoir, juste avant qu'il ne devienne premier consul. L'idée, c'est de comprendre comment ce jeune homme, parti d'assez bas, finalement, a gravi les échelons si vite pendant la Révolution. Qu'est-ce qui, dans sa jeunesse, dans sa formation, annonçait déjà ce destin hors norme? Allons-y. Alors commençons par le début. Ajaccio, 769. Napoléon né corse, mais tout juste français. Famille de petite noblesse, pas très riche. On le décrit comme un enfant, disons, turbulent, mais doué. Surtout en calcul, apparemment. Oui, et ce contexte corse, il est important, je crois. La famille Bonaparte, elle navigue un peu entre les liens locaux forts et puis l'intégration à la France. Cette dualité, ça marque ses jeunes années. Et puis, il y a cette bourse royale obtenue par son père, c'est ça qui lui ouvre les portes des écoles militaires du continent. Une étape absolument clé pour lui. Et quelles écoles? D'abord Autun, où il apprend le français. Avec difficulté d'ailleurs, il gardera cet accent toute sa vie. Puis Brienne, de 1779 à 1784, 5 ans. 5 années qui semblent assez dures pour lui. Ah oui. Il est moqué pour ses origines, son accent. On le surnomme Paillonnet, c'est dire. Il s'isole, il lit énormément. Il admire Paoli, le nationaliste corse à ce moment-là, mais il excelle en maths. Et il montre déjà un certain leadership. On parle de batailles de boules de neige mémorables qu'il organisait. Ces années de formation sont cruciales, c'est certain. L'isolement, ça forge peut-être son caractère, sa détermination. Son passage ensuite à l'école militaire de Paris, 1784-1785, ça confirme ses aptitudes, surtout en maths, oui. Et aussi son ressentiment face aux privilèges de la fortune, de la naissance. La mort de son père en 1785, ça le pousse sans doute à prendre des responsabilités familiales très tôt, même si Joseph est l'aîné. Il sort sous-lieutenant d'artillerie, un choix technique, pas forcément le plus prestigieux, mais déjà une affinité pour cette arme qui sera si importante pour lui. Oui. Ensuite, ce sont les premières affectations. L'affaire, Ozone. Des années où il lit énormément. Plutarque, Cicéron. Il prend aussi de longs congés en Corse. Et puis la Révolution éclate. Il a 19 ans. Oui. Il est aux premières loges des troubles. À Paris, en 1792, par exemple, il assiste à l'invasion des Tuileries. Et on dit qu'il méprise l'impuissance de Louis XVI face à la foule. Il est nommé capitaine à ce moment-là. La Révolution, c'est une formidable opportunité, il faut le dire, pour un jeune officier ambitieux, sans fortune. Les carrières se font et se défont très vite. Ses liens avec la Corse, au début très forts, vont se distendre. Il y a une rupture violente avec Paoli en 1793. Sa famille doit même fuir l'île. À partir de là, Napoléon choisit définitivement la France. Il se rapproche des Jacobins. Il écrit même Le souper de Beaucaire, un texte pro-républicain. Et là arrive Toulon, 1793, un moment absolument charnière. Ah oui, Toulon. La ville est livrée aux Anglais, aux royalistes. Il est nommé commandant de l'artillerie du siège. Son plan d'attaque est décisif. La ville est reprise. Et là, à 24 ans, il est promu général de brigade. C'est... c'est incroyable. Son nom commence à circuler. Toulon, ça révèle vraiment son talent militaire, son audace aussi. Ça le met en lumière. Bon, après, il y a une brève arrestation après Thermidor. À cause de ses amitiés jacobines passées, il se retrouve un peu sans affectation à Paris. Mais une nouvelle occasion se présente très vite. L'insurrection royaliste de Vendémiaire en octobre 1795. Le directoire est menacé à Paris. C'est ça. Et Barras fait appel à lui. Bonaparte n'hésite pas. Il fait tirer au canon sur les insurgés près de l'église Saint-Roch. La fameuse mitraillade de Vendémiaire. Résultat, général de division, puis commandant de l'armée de l'intérieur. L'ascension est fulgurante. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre et épouse Joséphine de Beauharnais, en mars 1796. Un mariage rapide, juste avant de partir pour un nouveau commandement. Et quel commandement? L'armée d'Italie, 1796-1797. Au départ, c'est un front secondaire, mais Bonaparte va en faire le théâtre de ses premiers grands exploits. Il galvanise ses troupes, qui sont souvent démunies au début. Il innove tactiquement, notamment avec l'artillerie. Il enchaîne les victoires. Arcolay, Rivoli, contre des armées autrichiennes parfois supérieures en nombre. Et il ne fait pas que la guerre. Il réorganise l'Italie, il négocie lui-même la paix de Campo Formio. Sa popularité explose littéralement. Il rentre en héros
Mais cette popularité, justement, elle inquiète un peu le Directoire. Oui, beaucoup même. Du coup, on l'envoie en Égypte en 1798. Officiellement, c'est pour gêner les Anglais sur la route des Andes. Officieusement, c'est peut-être aussi pour l'éloigner un peu. Là encore, des victoires terrestres, comme aux Pyramides, mais il y a le désastre naval d'Aboukir où Nelson détruit sa flotte. Il est coincé. C'est ça. Il y a aussi l'expédition scientifique, très importante, mais militairement, la campagne de Syrie est brutale, difficile, avec le siège raté de Saint-Jean d'Acre, la peste. Quelques succès initiaux. L'armée est bloquée, mais ça contribue énormément à sa légende. Il y a une propagande très efficace autour de cette expédition. Et puis, apprenant les difficultés du Directoire en France, il sent que le vent tourne. Il décide de rentrer en octobre 1799. Il abandonne son armée, ce qui est quand même assez osé, mais il est acclamé partout sur son passage vers Paris. Le terrain est prêt pour la suite. En résumé, quelle trajectoire en à peine 10 ans. C'est incroyable. Du jeune Corse isolé et moqué dans les écoles militaires au général le plus célèbre, le plus populaire de France, prêt à jouer un rôle politique de premier plan. Oui, on voit bien la combinaison. Un génie militaire qui semble indéniable, une ambition qui est dévorante, une capacité à lire les situations politiques, à saisir les opportunités offertes par cette période révolutionnaire complètement folle, et puis un charisme certain sur ses soldats. Il a su transformer chaque crise, chaque difficulté en un tremplin. C'est assez remarquable. Et ça nous laisse une question pour réfléchir. Comment toutes ces années formatrices, entre les frustrations de jeunesse, cette ambition brûlante, et puis l'expérience directe de la violence révolutionnaire, militaire, comment tout ça a forgé l'homme qui s'apprête à prendre les rênes de la France ?